Voilà, nous sommes en ligne. Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Bonjour Corentin. Comment vas-tu aujourd'hui, Pierre? Écoute, excellent. Merci de me recevoir. Merci à toi de venir nous partager tes connaissances ici sur le sujet qui va être abordé aujourd'hui. On est super content de t'avoir et de pouvoir faire ce partenariat ici avec CBRE. On va encore attendre quelques secondes ici que tous les participants à ce webinaire se connectent. Donc voilà, il est 17h30. Ce qu'on va peut-être faire, c'est un peu une vérification du son. Donc si des personnes qui nous voient là actuellement peuvent, via le bouton de chat en bas à droite de l'écran, nous indiquer s'ils nous entendent bien. Et voilà, si tout va bien pour eux. Le son est bon. Bon voilà, ça a l'air d'être OK pour top. Une partie. Ouais, ça a l'air bon. On va encore attendre, Pierre, si ça te va, quelques secondes que les dernières personnes se connectent, parce que je vois qu'il y a encore des personnes qui viennent d'arriver là à l'instant. Et puis on démarrera ce webinaire. Voilà, encore une personne là qui est arrivée. Ok, on va tout doucement commencer, Pierre, si ça va pour toi. Et donc aujourd'hui, on aborde ce sujet passionnant et brûlant de la colocation et du co-living. Et comme intervenant ce soir, nous avons Pierre. Pierre, est-ce que tu peux te présenter? Bien, bonjour, moi c'est Pierre Goffin, je représente aujourd'hui CBRE, donc nous sommes des consultants immobiliers. Et je représente surtout le département résidentiel d'investissement. Donc, on a une spécialisation sur tout ce qui est immobilier à but d'investissement. Donc, que ce soit des immeubles de rapport, des terrains pour faire du développement, mais également tout ce qui est société patrimoniale immobilière, qui est également notre dada, notre secteur. Ok, merci Pierre. Donc Pierre, tu seras notre expert aujourd'hui sur le sujet. Quant à moi, Corentin Jacobs, je suis responsable commercial de Smoovein. Et donc, moi et mon équipe, on s'occupe de tous les nouveaux clients Smoovein et de tous les anciens clients aussi. Donc, autant la partie support que la partie vente. Et je reparlerai, moi, de Smoovein tout en fin de présentation, très, très rapidement. Et donc, peut-être pour ceux qui n'ont jamais fait le webinaire, quelques petites explications. Donc ici, le webinaire va durer environ 30 minutes. On va, en bas à droite de l'écran, vous avez un onglet chat dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Donc notre équipe va compiler toutes les questions. On ne va pas y répondre pendant la présentation. Ce sera vraiment en fin de présentation qu'on reprendra les questions les plus intéressantes. Et donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions auxquelles on répondra avec plaisir en fin de présentation. Dernier point, le webinaire est enregistré et pourra être envoyé sur demande, donc n'hésitez pas à nous demander le webinaire qu'on pourra vous envoyer par email. Et Pierre, je te laisse un peu nous présenter le sujet du jour, le plan de la présentation. Alors évidemment, la colocation et le co-living, c'est plus qu'un sujet, c'est peut-être un débat pour certains. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de compiler un maximum d'informations pour bien comprendre de quoi on parle, comprendre où on en est sur le marché avec ce type de biens, comprendre d'où on vient et certainement où on va. Si on se pose la question de l'investissement dans la colocation et le co-living, quels sont les points d'attention? Et puis, le point 5, les risques et les menaces. Alors, ce sont peut-être des mots un peu forts, mais c'est aussi comprendre que tout n'est pas rose, finalement, quand on investit. Et donc, c'est déjà être au courant de ce qui nous pend déjà au-dessus de la tête et voir comment la situation du co-living et de la colocation va évoluer. C'est ça. C'est vraiment un sujet d'actualité et donc ça évolue en permanence. Et donc, c'est ça aussi qui rend le sujet intéressant. Première question pour toi, Pierre. Est-ce que tu peux rapidement nous faire une première explication de ce que sont ces notions de colocation et co-living? Alors, on parle bien de deux mots différents, puisqu'on a parfois l'impression que les deux produits vont se mélanger, mais ils sont pourtant bien différents. Alors, vous allez voir ici que si on se base du côté des occupants ou des propriétaires, on a l'impression de parler de la même chose. Donc, pour un occupant, c'est finalement la possibilité de disposer d'une chambre privative et de disposer également de parties communes qui sont partagées avec d'autres personnes qui habitent dans le même logement.
Et surtout, le but, c'est de pouvoir habiter dans un endroit de façon moins coûteuse grâce à un loyer qui est plus limité que si on habitait tout seul. Du côté du propriétaire, c'est aussi plus ou moins la même idée, c'est que ça permet de louer une seule unité résidentielle, donc une maison ou bien un appartement complet, à plusieurs locataires à la fois, dans le but d'optimiser un peu les revenus, les rentrées locatives, puisque si je loue mon appartement 3 chambres à 3 locataires, je retirerai en principe un peu plus que si je loue à une seule famille qui pourrait l'occuper. Donc, c'est aujourd'hui il est intitulé sous-marché un sous-marché du marché résidentiel. On aurait pu le mettre en dessous de maisons et appartements, mais il prend tellement d'importance que ça devient quelque chose en soi, puisque le public que l'on vise n'est pas le même que pour les maisons et les appartements traditionnels. Ok, parfait. Est-ce qu'on peut rentrer ici un peu plus dans le détail? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui caractérise d'une part la colocation et d'autre part le co-living? Alors, il y a évidemment des choses qui, de nouveau, on a l'impression que c'est la même chose et pas la même chose. C'était l'idée du Canada Dry dans le passé, mais ce que l'on constate, et chacun d'entre vous a certainement une exception à ce que je vais dire, mais d'habitude, la colocation, il n'y a pas de service, alors que le co-living en aura justement. C'est cet aspect nettoyage, Internet qui est inclus, Netflix, parfois déjà une salle de sport qui peut être dans le bien. La colocation va souvent se caractériser par un certain nombre de chambres moindres que le co-living. Alors ici, on a mis une moyenne, 4 chambres pour la coloc, 8 chambres pour le co-living. Il y en aura plus, il y en aura moins, mais en tout cas, on se rend compte que un co-living est souvent plus gros. L'aspect sanitaire, donc les salles de bain, les WC en colocation, souvent on n'a pas touché à l'immeuble, donc dans un appartement par exemple ou une maison, on aura une salle de bain qui est partagée par tout le monde, alors que le co-living va plutôt avoir cette exigence d'individualité des sanitaires. La colocation, on a toujours en tête cette idée des colocataires qui se connaissent. S'il y en a un de nous qui part, on doit retrouver quelqu'un que tout le monde valide parce que c'est le copain d'un copain. Je crois que ça reste toujours d'application. Alors que le co-living, on rentre dans une maison de co-living où on ne connaît pas les occupants actuels. Et puis ça tourne de façon un peu plus régulière. Du côté de la colocation, on a souvent un loyer sans charge. Ça peut arriver avec, mais d'habitude c'est sans charge. On loue de manière sèche l'immeuble. Alors que le co-living, lui, c'est vraiment du all-in, on aura les charges comprises. Colocation, grand point, c'est l'aspect bail de colocation. Bruxelles, en tout cas, l'a déjà réglementé, mais donc on aura un contrat pour tous les locataires et qui seront d'ailleurs solidaires entre eux pour le paiement. Alors que du côté du co-living, je loue ma chambre de façon individuelle. Ce qui se passe dans la chambre d'à côté n'est pas spécialement ma préoccupation. Et encore dernier point qui va être le point fondamental, et on y reviendra tout à l'heure en fin de présentation, ce sont les acteurs qui sont autour de la table. Dans la colocation, on a un propriétaire et des occupants, alors que du côté du co-living, on a un propriétaire, on a des occupants, mais on a un troisième acteur qui est l'opérateur du co-living, qui vient jouer son rôle, qui est certainement très important, puisque c'est lui qui va gérer toute la vie du co-living, les entrées et les sorties, la gestion des loyers, la gestion des services qui sont proposés, parce qu'évidemment ça nécessite pas mal de suivi. Et c'est aussi lui qui va générer et activer cette communauté qui est souvent liée au co-living. Ok, c'est ça. Et effectivement, ce rôle d'opérateur, on en reparlera plus tard, parce qu'il peut avoir une importance capitale, notamment sur la question de la taxation. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce que tu peux maintenant, Pierre, un peu nous parler de l'état du marché de la colocation et du co-living? Alors, c'est un marché qui est encore assez jeune, mais sur base de l'information dont on dispose aujourd'hui, on peut estimer que c'est déjà 17% des loyers qui sont loués à Bruxelles, c'est soit du co-living et ou de la colocation. Je pense qu'on peut plutôt tendre vers du co-living. On remarque aussi que le type de locataire, c'est principalement des personnes qui travaillent, puisqu'on a 73% des locataires qui sont des travailleurs dans le co-living, je parle bien ici. Et c'est 45% des locataires du co-living ont entre 25 et 35. Donc, ça représente déjà une grande tranche de la population, mais je crois que de manière générale, on peut comprendre que le co-living ne va pas ou peut s'adresser à des personnes qui ont 60 ans, par exemple, ou qui en ont 15 ou 16. Ça sera plutôt des jeunes travailleurs de manière générique qui seront attirés par ce type de bien.
Et on voit qu'en termes de turnover des locataires, 52% des locataires de co-living restent plus de 9 mois. Ça veut dire qu'on est sur un type d'occupation qui reste relativement moyen terme. Mais voilà, plus de 9 mois, une personne sur deux, c'est déjà pas mal. Mais donc en moyenne, on change chaque année, quoi. Une partie des occupants. Mais bon, c'est le but du co-living, c'est d'avoir aussi cette flexibilité de pouvoir bouger entre 3 mois et X mois à déterminer. C'est ça, donc on est sur un public plutôt jeune, plutôt actif. Et qu'en est-il de l'évolution ces dernières années ? Comme je le disais, c'est surtout en 2016 que le co-living, comme on le connaît aujourd'hui, a démarré. À l'époque, on parlait d'une centaine de chambres. Aujourd'hui, on parle de près de 3000. Et donc ici, c'est bien des chiffres qui concernent Bruxelles. Donc une évolution de 400 chambres en moyenne par an, c'est quand même assez énorme. La cible de base, évidemment, du co-living était cette récupération de grandes maisons qui étaient difficilement occupables par des familles et dans lesquelles on pouvait effectivement mettre 8, 9, 10 chambres, ou même parfois plus. Donc c'est surtout c'est cette moyenne que l'on retrouve aujourd'hui. Et donc, pour avoir une idée du prix, on va parler de nouveau, ce sont des moyennes, on va parler de 900 € par mois. Et on comprend que c'est certainement ça aussi un élément fondamental, c'est que le prix est assez attractif par rapport à du all-in. Donc on voit ici que c'est vraiment une tendance récente, et le graphe le prouve bien. Au niveau de la situation géographique de ce co-living, ça se situe où ? Alors de nouveau, si je me limite à Bruxelles pour l'instant, je vais venir après. Bruxelles, on voit que c'est surtout du côté est de Bruxelles qu'on retrouve le plus de co-living à l'heure actuelle. Je crois que c'est surtout aussi parce que ce sont des communes qui ont souvent été les plus chères, donc dans lesquelles c'est compliqué de se loger de façon si on souhaite habiter seul. C'est là où il y a quand même le plus de vie en termes d'animation. Et on a quand même une accessibilité qui est relativement facile, même si aujourd'hui le vélo prend de plus en plus de prédominance dans l'accessibilité. Et si on compare ceci à l'aspect belge, là c'est un peu compliqué de vous donner des chiffres parce que ils ne sont pas disponibles, mais on constate en tout cas que le point de départ, c'est certainement Bruxelles. Il y a des envies de s'étendre dans d'autres grandes villes, telles que Gand, Anvers, Namur, Liège certainement. Mais aujourd'hui, c'est encore aux prémices et donc tous les grands acteurs du co-living n'y sont pas encore. On a certainement des acteurs locaux qui commencent leur petit co-living. Il y en a à Tournai notamment. Mais à ce moment-là, ce sont des acteurs qui sont vraiment des acteurs de la région en tant que telle. Ok. Je pense que ça vaut la peine ici un peu de s'arrêter et d'essayer de comprendre, mais quelles sont les raisons de ce développement si récent et si soudain ? J'ai déjà donné quelques points d'accroche. Évidemment, il y a l'aspect financier. Je parlais tout à l'heure de 900 € de moyenne pour du all-in dans un co-living. Il faut savoir que, sur base de l'information qu'on a, aujourd'hui, un jeune travailleur va toucher de façon nette aux alentours des 1950 € par mois, ce qui est déjà un super salaire net. Et en comparaison au salaire moyen de Bruxelles, qui est de 1188 €, hors meubles, hors charges individuelles, hors charges communes, évidemment, le 900 € all-in du co-living est très attractif. Donc, l'aspect financier est certainement oui, et si je peux me permettre aussi, Pierre, aussi avec la période d'inflation qu'on vient de connaître, ça a d'autant plus d'intérêt pour les locataires. Certainement, et avec les variations aussi des coûts de l'énergie, ça permet d'avoir un budget qui est déjà délimité depuis le départ et de ne pas avoir de surprise. La raison sociétale, autre point important, si on parle aussi de l'aspect post-Covid, il y a des gens qui ont vécu les périodes de confinement de façon très chouette quand ils habitaient dans des co-living et de façon moins chouette quand ils habitaient tout seuls dans un studio. Donc, la relation à l'autre reste quand même toujours le point de base dans ce qui nous occupe tous, les relations humaines. Mais on voit aussi que si on compare nos styles de vie par rapport à ceux de nos parents, par exemple, qu'entre 23 et 33 ou entre 25 et 35 ans, on a plutôt c'est une période de transition dans laquelle on cherche aussi là où on veut s'établir et ce qu'on veut faire. Et donc on voit que l'âge auquel on a notre premier enfant a un petit peu augmenté, l'âge en tout cas auquel on
on se met en couple a certainement augmenté. Du temps de nos parents, à 23 ans, on avait peut-être déjà un enfant, si pas deux, une maison, une carrière qui était entamée dans laquelle on n'allait pas spécialement bouger. Alors que justement aujourd'hui, en parlant de carrière professionnelle, on est assez dynamique finalement dans la façon dont on gère notre carrière professionnelle. On va changer beaucoup plus de job et donc on a envie de changer de job, mais on n'a pas envie non plus d'être trop loin de son lieu de travail et donc on aime bien avoir la possibilité de changer de logement assez facilement. Donc le co-living est aussi une bonne solution pour ce type de recherche. C'est ça, et d'autant plus pour des gens qui ont une carrière plus internationale et qui sont expatriés. Également, oui, c'est évidemment très facile d'arriver dans un co-living quand on a d'habitude sa base, je sais pas, à Madrid. On arrive à Bruxelles, on a déjà un logement qui est prêt à occuper, on vient avec sa valise et puis et le lendemain on est opérationnel, si je peux utiliser le mot. Justement, tu parlais de cet aspect international, c'est cette idée qu'aujourd'hui on ne réfléchit plus en termes locaux, on réfléchit en termes mondiaux, en tout cas sur une grosse partie. Si on parle de la Belgique, c'est plus de 200 000 expatriés. Les 20 dernières années, ça a encore été un boom. Bon, on a la chance, en tout cas à Bruxelles, d'avoir une communauté internationale, l'ONU, l'OTAN, les commissions européennes, mais tout ça draine évidemment beaucoup de gens de façon directe ou indirecte. Mais ça représente aussi des gens qui sont assez qualifiés, puisqu'en 2020, le secteur international hautement qualifié, c'était 18% des emplois totaux de Bruxelles. Donc, c'est tous des gens qui sont peut-être pas spécialement de façon perpétuelle à Bruxelles, mais qui sont de passage en tout cas. Et donc, avoir un logement qui est facile à intégrer, c'est certainement ce qu'ils recherchent. Ok, c'était super clair, Pierre. On vient donc de voir toutes les raisons qui font augmenter la demande pour ce type de biens. Maintenant, on pourrait un peu se poser la question, mais très concrètement, comment investir dans la colocation ou le co-living? Alors, il n'y a pas une règle évidemment générique. Il faut savoir exactement ce qu'on veut faire. Et surtout, vous allez comprendre après, par rapport aux différents points qui sont en évolution, de se dire est-ce que je choisis une voie plutôt qu'une autre. Si je reprends les idées qu'on a abordées dès le départ, si on parle d'une colocation, c'est souvent l'immeuble tel qu'il est. Donc on ne doit pas spécialement faire de transformation, on ne doit pas donner un aspect cocooning spécifique avec des couleurs particulières ou un design particulier dans mon immeuble. Je ne dois pas spécialement meubler, donc je ne dois pas créer de salle de bain supplémentaire. Mais par contre, ça sera toujours un peu plus intéressant que la location classique. Si on parle de co-living, là on rentre dans toute autre chose, puisqu'il va falloir organiser mon immeuble pour du co-living. Donc si on parle d'une maison par exemple, j'aurai quand même des espaces pour les parties communes, avec peut-être une petite partie pour une salle de travail, parce que maintenant il y a de plus en plus de home working, une partie qui serait plutôt une partie détente, avec une salle de cinéma ou une salle de jeu, une salle de sport dans certains. Donc tout ça doit être pensé déjà à l'avance. On va surtout vouloir donner cet aspect feel home, donc si j'arrive dans un co-living, je dois tout de suite me dire tiens, ici je me sens bien, donc on aura tout un aspect design, meubles et accessoires qui doit déjà être prévu. J'aurai ces fameux travaux de sanitaire individuel notamment à prévoir. J'aurai un loyer évidemment qui sera encore un petit peu supérieur à la colocation. Par contre, j'aurai souvent un peu plus de travail parce que c'est plus gros, j'ai un peu plus de turnover. Et surtout, il y a cet aspect communauté, puisqu'on va aussi dans un co-living pour cet aspect de communauté qui me permet de rencontrer beaucoup plus facilement les autres, que ce soit dans la maison dans laquelle j'habite, mais peut-être dans d'autres maisons qui sont exploitées par le même exploitant de co-living en fait. Et donc on peut donc il y a ces éléments-là qu'il faut comprendre. Donc si on est déjà propriétaire d'un immeuble, on sait que la colocation, c'est finalement, il n'y a pas grand-chose à organiser. Si on veut faire du co-living, on va devoir soit l'organiser soi-même, mais donc ça demande tous les points que j'ai cités, ou soit on peut faire appel à un opérateur en lui disant écoute, voilà, moi j'ai à disposition un immeuble, qu'est-ce que je dois faire pour que toi tu l'exploites? Est-ce que je dois moi faire des travaux? Est-ce que toi tu les fais? Donc ça c'est une discussion à avoir avec un exploitant de co-living. Mais on voit en tout cas que de façon commune,
quand on exploite l'un ou l'autre, on a peu de vie locatif, les gens payent de façon régulière, mais il faut quand même aussi avoir une localisation qui fasse sens pour ce type de bien. Ok, et qu'en est-il des aspects légaux? Alors l'aspect légal, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, hein, donc quand on parle de colocation, aujourd'hui c'est facile, c'est un bail de colocation. Tout le monde est solidaire, donc s'il y en a un qui paye pas, les autres peuvent être appelés à payer à sa place. Dans le co-living, de nouveau, c'est un peu plus d'énergie, il faut faire un bail individuel, mais on surfe encore sur un vide juridique, hein, parce qu'il n'y a pas de permis d'urbanisme qui est demandé pour faire du co-living, ou pas encore en tout cas. Mais on voit qu'il y a une volonté politique ou de certaines communes de mettre le holà sur certaines dérives. Donc ça c'est plutôt justement dans l'aspect risque et menace que je citerai qu'il faut commencer à se poser ces questions-là. Ok, mais on t'écoute Pierre, est-ce que tu peux un peu nous expliquer quels sont les risques dans les années qui arrivent ici de voir des réglementations se rajouter, d'avoir des taxes supplémentaires? Est-ce que c'est déjà d'actualité? Est-ce que c'est juste à l'état de projet pour l'instant? Alors depuis 2021, il y a des communes bruxelloises, hein, ici c'est surtout là que ça a commencé, qui ont déjà levé la main en disant écoutez, il faut pas laisser tout aller parce qu'il y a des dérives. Donc ils veulent toujours évidemment éviter qu'il y ait une densification trop importante des quartiers, mais ça je veux dire que c'est une idée globale, hein, les promoteurs immobiliers sont soumis au même questionnement. Mais c'est surtout éviter que certains co-living deviennent peut-être dans certains cas des marchands de sommeil, hein, où on a rajouté 2 chambres dans les caves parce qu'on a un petit peu de lumière du sous-sol. C'est pas spécialement ça qui est envisagé évidemment pour avoir un bien qui soit agréable à la location. C'est essayer de limiter l'impact financier, hein. L'augmentation des prix, c'est toujours une crainte qui existe dans certaines communes, mais je vais dire que c'est finalement un peu la voie logique avec ou sans co-living qui existe aussi dans l'immobilier. C'est ça la partie sympa de l'immobilier aussi, évidemment. Mais ce qui est assez marrant, c'est que c'est souvent le concept de co-living qui est ciblé plus que le concept de colocation. Donc l'idée de vivre à plusieurs dans un immeuble n'est pas du tout remise en cause, et je crois qu'au contraire, c'est l'évolution des choses. Mais c'est par contre le fait qu'il y ait un exploitant qui soit dans cette fameuse équation qui est souvent problématique pour les... et donc les règles et les taxes dont tu vas les projets de règles et taxes dont tu vas nous parler maintenant concernent principalement le co-living, hein, c'est bien ça? Oui, exact. Puisqu'aujourd'hui, il y a déjà des règles ou des propositions de règles ou des recommandations qui ont déjà été rédigées par certaines communes, hein, que vous pouvez trouver en surfant sur Google avec les bons mots-clés. Donc en général, ce qu'ils veulent, c'est essayer d'avoir des chambres qui soient évidemment le plus confortables possible, hein. Donc voilà, il y a un chiffre de 14 mètres carrés qui a été annoncé. C'est déjà confortable, hein, 14 mètres carrés. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est si dans les 14 mètres carrés, ma salle de bain est incluse, ou bien si ça doit être hors salle de bain, mais si c'est inclus, okay, ça fait sens. C'est aussi avoir un certain ratio entre le nombre de chambres et les parties communes. Parce qu'effectivement, si j'ai 15 chambres et une cuisine de 15 mètres carrés, c'est pas très agréable si on veut tous manger ensemble. Et puis, toujours ce fameux local à vélo, hein, qui revient partout, ça devient la norme, c'est de pouvoir stocker son vélo en sécurité et certainement de pouvoir le recharger aussi de plus en plus, puisque le vélo électrique a quand même le vent en poupe pour l'instant. C'est seulement des recommandations comme tu l'écris ici pour l'instant. Est-ce qu'on a une idée d'un délai de mise en place de ces règles ou ça fait longtemps que on parle de ces règles? On en parle déjà depuis 2-3 ans maintenant. Le délai dans le futur, je dirais que on est en Belgique, donc les délais de décision politique sont variables. En plus, on va rentrer en période d'élection, donc c'est peut-être pas demain matin que ça va changer, mais en tout cas, on sent qu'il y a une envie de changement ou une envie de réglementation. Il faut espérer que ça soit pour un mieux, en tout cas. Ok, et qu'en est-il donc des taxes maintenant que tu as déjà évoquées? Alors, au début de l'année, il y a eu pas mal d'articles justement sur le fait que Bruxelles-Ville souhaitait imposer une taxe de 1 520 € par an et par chambre dans le cas où on avait un co-living qui était exploité par un opérateur.
Bon, 1520 € que l'on enlève des rentrées locatives, c'est quand même assez énorme. Hein. Si vous prenez les 900 € all-in dont je vous parlais tout à l'heure, vous enlevez des frais de gestion, des frais de charge, etc. On se rend compte que 1520 €, c'est une grosse partie des rentrées locatives. Donc, évidemment, les exploitants ont dit qu'ils n'étaient pas spécialement d'accord. D'autres communes comme Etterbeek ont dit, tiens, nous, on a envie de faire ça aussi. Mais ce qui est toujours marrant, c'est que cette taxe, elle ne s'applique pas à la colocation. Hein. Donc, c'est toujours bien cette cible du fait qu'il y a un exploitant qui soit dans l'équation. Ça avait été mis en suspens, finalement réintroduit. Donc, a priori, aujourd'hui, on peut estimer que ça va vraiment s'appliquer. Donc, les 1520 € qui seront indexés au cours du temps. Donc, 2024, ça sera 1558 €. Et puis, ça augmente à chaque fois de 2 ou 3% par an. Donc c'est une réalité. Et alors, j'ai repris, sur base d'un texte, un règlement bruxellois que j'avais trouvé, qui peut être transmis à tout le monde, hein, c'est public. J'ai repris la définition de ce sur quoi ils allaient baser leur taxe, en fait. Hein. Donc, eux disaient, voilà, on va taxer le co-living. On entend par co-living, eh bien, la mise en location par des baux individuels, hein, donc toujours bien cette question individuelle, dans un immeuble d'habitation, d'espaces qui comprennent à la fois des espaces communs, mais aussi des chambres privatives. Et les logements loués sous forme de co-living procurent à ses occupants une série de services. Hein. Donc on a ce cumul d'individualité, de services, et de parties communes aussi, et de baux individuels. Et puis il y a toute une série d'exonérations, donc de cas dans lesquels on ne va pas devoir payer cette taxe. Et donc, il y en a plusieurs, hein, mais j'en ai pris une seule qui nous a intéressés pour aujourd'hui, sont exonérés de la taxe les immeubles pour lesquels il existe un pacte de colocation. Hein, donc ici, on cible clairement, tiens, si c'est une coloc, ça ne s'applique pas, donc au sens du code bruxellois, etc. Et un bail unique entre le propriétaire et les locataires. Donc dans ce cas-ci, on dit bien, il faut qu'il y ait un bail unique entre le propriétaire et les locataires. Donc on met hors du questionnement cet opérateur. Donc voilà, ça c'est des éléments à prendre en compte. Est-ce qu'il y aura peut-être encore des petites astuces que certains vont trouver en disant je suis opérateur et propriétaire moi-même et donc je peux prétendre avoir une exonération. Il faut voir comment tout ça va être traité par les administrations. C'est ça. On voit ici la colocation est quand même très protégée, semble très protégée vis-à-vis de cette taxe. Reste à voir ce qui va se passer avec le co-living. Un grand merci Pierre. Peux-tu maintenant nous faire un petit résumé de ta présentation et de votre avis chez CBRE sur cette question du co-living? Ce qu'on voit en tout cas hein, de façon claire, c'est qu'il y a toujours une demande et que sur les 5 dernières années, elle a augmenté et elle continue d'être là. À ma connaissance, il y a quasi pas de vide locatif en fait hein, dans du co-living, donc la demande est toujours bien présente. C'est plus intéressant financièrement quand on est propriétaire et qu'on exploite soi-même le co-living, mais évidemment ça demande plus d'énergie, souvent une grosse organisation. On est toujours dans un vide juridique, hein, donc attention qu'aujourd'hui on n'a pas de permis. Hein, si j'ai une grande maison, que je fais 10 chambres dedans et que je fais un co-living, je suis dans la réglementation. Est-ce que demain ça va évoluer? Certainement. Dans quel sens? Si c'est simplement permettre à chacun d'avoir un logement convenable, ça serait une chose. S'il faut passer par une case permis d'urbanisme, on risque de prendre un peu plus de temps. Et moi, je trouve en tout cas que ça reste toujours très positif, de façon générale, d'avoir ce type de bien, puisqu'on passe par la case rénovation, remise au goût du jour, isolation, puisque la plupart des propriétaires et exploitants sont sensibles au fait d'avoir un immeuble qui correspond aux normes actuelles et donc essayent de faire des isolations, des techniques de chauffage d'eau, notamment de chauffage qui soient le plus efficace possible, puisque c'est dans leur intérêt aussi, évidemment, comme ils font des loyers all-in, autant que l'énergie leur coûte le moins cher possible. Donc voilà, et donc toujours attention à ce cadre juridique hein, qui est en évolution, donc à suivre en fonction de la situation de chacun. Super Pierre. Je ne sais pas si ici tu voulais communiquer certaines informations. Non, voilà, pour ceux qui ont des questions, je suis toujours joignable. Si on tape mon nom, Pierre Goffin, CBRE dans Google, on me retrouve assez facilement. Donc voilà, ceux qui ont des questions, qui souhaitent un peu plus d'infos, n'hésitez pas.
Super, merci encore Pierre. Et donc, rapidement ici, concernant Smooviin, donc Smooviin, on est une plateforme qui digitalise la gestion de patrimoine immobilier. Donc, on est une plateforme qui est utilisée par des centaines de multipropriétaires en Belgique et qui nous utilise pour la digitalisation de leur patrimoine immobilier. La plateforme a 3 grandes missions. Hein. Elle va vraiment centraliser toutes les données et les documents relatifs au patrimoine et à la gestion. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est la plateforme joue un rôle d'assistant digital et va automatiser toute une série d'actions telles que les relances de paiement des loyers, les indexations et plein d'autres choses. Et enfin, la troisième mission de la plateforme, c'est vraiment un rôle de reporting, aider les propriétaires à faire du reporting sur leur patrimoine. Vous pouvez bien sûr donc nous contacter via notre site internet. On fait des démos en visioconférence ou en présentiel avec plaisir. La dernière partie ici de notre présentation va avoir pour but de répondre à vos questions. Vous avez posé pas mal de questions via le chat. Et la première question ici, c'est une question de Redouane qui pose la question: qu'en est-il des législations respectées par rapport au code du logement? Coabs se plaignait qu'il n'y a pas assez de clarté au niveau de la cohabitation. Donc peut-être pour le rappeler, Coabs c'est un acteur très important dans le co-living au niveau belge et même international, je pense. Est-ce que Pierre peut répondre à cette question? Alors je vais peut-être avoir une réponse un peu de Normand, mais de ma compréhension par rapport à la question, c'est justement là qu'on a un vide juridique, puisque on parle d'une maison unifamiliale, donc il n'y a pas spécialement de... Je ne crois pas que le code du logement va spécialement s'y appliquer. Donc on est toujours dans ce flou en fait, qui permet justement à certains de parfois abuser, parfois d'autres pas. Je crois que Coaps évidemment se plaint de clarté parce que essaye probablement de procurer un produit qui soit le plus confortable possible. Et il y en a d'autres qui probablement proposent des chambres qui sont trop petite que pour se dire que c'est une chambre. Donc je crois qu'on est encore dans un flou pour l'instant. Ok. On a une autre question ici d'Aurélie qui dit: concrètement, comment est-ce qu'on investit dans le co-living? Est-ce qu'on doit s'adresser à un opérateur directement ou on le fait soi-même? Franck avait répondu que le mieux c'était de s'adresser à CBRE. Donc voilà, je sais pas si... Merci Franck. Et Aurélie, j'avais répondu à moitié à ta question tout à l'heure. Tout dépend de quelle position tu es. Si tu te dis j'ai une maison familiale de 600 mètres carrés, je ne sais pas quoi en faire, soit tu as du temps, l'énergie, tu peux le faire toi-même et lancer ta petite plateforme de co-living, mais bon, ça va demander beaucoup d'énergie évidemment. Si tu veux te faciliter la vie et savoir exactement quels sont les standards et les demandes des occupants des co-living, c'est évidemment de s'adresser à un exploitant qui sera... Il y en a certains qui sont pas propriétaires, donc qui eux donnent les clés en disant voilà, nous on souhaite tel et tel travaux, on souhaite tel et tel design, on travaille avec tel et tel architecte d'intérieur, et donc c'est parfois la charge du propriétaire, mais qui met au desiderata de l'exploitant du co-living en fait son immeuble. Donc je veux dire que les deux sont possibles, ça dépend de ton profil et du temps que tu as. Question de Philippe: en Wallonie, y a-t-il une obligation de permis de location pour le co-living? Bonne question, et je ne sais pas, à vérifier. Ok, donc bonne question de Philippe ici. Philippe, tu peux m'envoyer un mail et comme ça quand je sais certaines informations, je pourrais te répondre sans problème. Ok. Parfait. Franck a une autre question, c'est peut-on être domicilié à la commune dans un co-living? Dans ma connaissance, oui. Muriel a une autre question. Parle-t-on d'une taxe pour le propriétaire ou le locataire? On parlait des taxes tout à l'heure. C'était bien pour le propriétaire, je pense. Oui, c'est le propriétaire ou l'exploitant. Donc, finalement, il y en a toujours qu'un qui va la payer de façon indirecte. Ce sera l'occupant, malheureusement. Donc, c'est ça auquel il faut aussi faire attention, c'est que si la taxe de 1 500 € était tout de suite impactée auprès de l'occupant, on serait plus à 900 € de moyenne. Donc c'est une taxe qui peut faire assez mal. Christophe a une question ici. Existe-t-il des essais de co-living intergénérationnel avec des quotas entre différentes
catégorie de locataires? Est-ce que tu sais ça? Alors, je ne sais pas. Je trouve que c'est une bonne idée, en fait. C'est pas mal, Christophe. À ma connaissance, j'ai jamais entendu parler de ça de façon si formalisée. Et on a vu tout à l'heure que, de façon globale, souvent, c'est entre 25 et 35, ou parfois plus. Je veux dire, entre 20 et 40 ans, ça c'est le type de public qui s'adresse au co-living. Mais c'est une bonne idée à creuser. De mon côté, moi j'avais entendu parler de co-living uniquement pour les seniors. Donc voilà, sans cette notion d'intergénérationnel, mais vraiment uniquement pour les seniors. Alors Mike avait une question plutôt sur la colocation ici, et en Wallonie plus spécifiquement, on entend souvent dire un nombre maximum de 4 locataires en Wallonie. Est-ce que Pierre, tu as des infos à ce sujet-là? Alors, vous me questionnez sur la Wallonie. Je vais donner la même réponse que pour la question précédente, à vérifier. Philippe, oui. Ouais, que pour Philippe. Du coup, je vérifie pour la Wallonie. C'est ça, Mike, on reviendra vers vous avec plus d'infos, mais c'est une bonne question, effectivement. Alexine, quant à elle, demande, est-ce que les loyers de référence bas et hauts de la région bruxelloise sont respectés dans le co-living et les colocations? C'est une bonne question. Je ne sais pas si les loyers de référence parlent du co-living de façon spécifique dans ces critères-là. Donc, à mon avis, non. Il faudrait vérifier sur la plateforme. Mais quand on met un loyer de référence, c'est souvent pour un appartement ou une maison. Mais comme on ne loue pas spécialement ça dans du co-living, je ne crois pas que ça s'applique. Ok, Robert demande, cette taxe est-elle déjà perçue sur Bruxelles, hein? Normalement, elle va être en cours, oui. Ok, ça, j'avais pas forcément compris. Donc, c'est déjà en cours, parce que tu avais dit que ça avait été réintroduit. Oui, mais donc le règlement de Bruxelles date du 6 mars. J'ai le document là, d'ailleurs. Donc, normalement, oui, c'est en cours. Ok. À vérifier s'il y a un décalage dans le temps, mais en tout cas, de ce que j'avais relu, oui. On va partir du principe que oui. Hein. Oui. Ok. Redouane demande, est-ce que cette taxe sera déduite du précompte immobilier? Je ne pense pas. Je ne vois pas pourquoi ça le serait. Non, c'est bien ça le malheur, c'est qu'elle viendrait s'ajouter. Donc, c'est pour ça qu'elle fait mal à chaque chambre. Donc, on a le précompte, l'assurance, cette taxe par chambre. Donc, ça ampute fameusement la rentabilité. Est-ce qu'en Flandre, Dominique demande, est-ce qu'en Flandre, il y a aussi, est-ce qu'une telle taxe existe-t-elle en Flandre? Pas à ma connaissance. C'est surtout certaines communes bruxelloises qui font référence, et pas toutes. Hein. Donc, quand on parle de Bruxelles, on parle de Bruxelles-Ville, hein, donc c'est bien les communes. Bruxelles-Ville, Etterbeek, mais les autres n'ont pas encore mis ça de façon aussi formelle. Ok. Je vais prendre la question de Christophe ici. Est-ce que la plateforme Smoovian va s'adapter au co-living ou est déjà adaptée? Donc, la plateforme Smoovian est tout à fait adaptée au co-living et on a pas mal d'opérateurs qui nous utilisent déjà pour la gestion de leurs biens. Mike demande, dans la nouvelle fonctionnalité génération de baux locatifs dans Smoovian, y a-t-il le template pour la colocation? Eh bien, pas à ma connaissance. Mais effectivement, on a cette nouvelle fonctionnalité dans Smoovian qui permet de gérer des baux locatifs, mais pas pour la colocation, à ma connaissance. C'est une toute nouvelle fonctionnalité, donc j'avoue j'ai un petit doute à ce niveau-là, et Mike, je pourrais revenir vers toi avec plus de précision. Il y avait encore une question ici plus haut, et puis on va s'arrêter tout doucement, hein. On arrive vraiment aux dernières questions. C'est Antoine qui demande quel est le loyer de référence par chambre pour une colocation. Est-ce qu'il y a un loyer de référence à Bruxelles pour les colocations? Non. Non. Pas de référence. Non, parce que de nouveau, il faut voir si il y a parfois l'eau qui est dedans ou pas, mais on évite en tout cas 500 € par chambre, je crois, en moyenne. Hein, si on parle d'une coloc simple, c'est-à-dire sans meubles, sans charge, 500, 600, on y évite. Ok, dernière question que je vais prendre ici, c'est une question de Robert. Il dit, pour contourner la taxe à Bruxelles, il faut diviser une grande habitation en unités de 4 chambres maximum et louer les chambres
en individuel. Qu'en pensez-vous? Ben Robert, c'est toujours le contournement à la belge, hein, comme on dit. Peut-être que oui, peut-être que non, parce que comme la réglementation n'est pas vraiment définitive aujourd'hui, on peut peut-être essayer d'échapper à quelque chose, mais je ne sais pas dire si c'est une bonne idée ou une mauvaise. Voilà, à voir. En tout cas, un grand merci à tous pour votre intérêt, pour votre présence aujourd'hui et pour toutes vos questions. Pierre, un tout grand merci pour ton expertise. C'était hyper intéressant, c'était super clair aussi. Je ne sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose avant de clôturer. Non, je voulais juste répondre à la question de Dominique. C'est permis le co-living en Flandre? Bah oui, hein, puisqu'on est toujours dans cette idée de vide juridique, donc il n'y a pas d'interdiction spécifique à ma connaissance. Voilà. Pour le reste, n'hésitez pas à me contacter à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup à tous. On vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour un prochain webinaire. Et merci encore Pierre. Avec plaisir. À bientôt.